Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Oliver Roland, pilote de Formule 2, tacle. Max Verstappen, il ne gagnerait pas facilement en Formule 2. Je pense pas que vous puissiez placer un pilote de F1 en Formule 1 en espérant qu'il gagne tout de suite. Max, c'est la star de la F1 en ce moment. Son talent naturel est immense. Leclerc et Russell sont aussi de très grands pilotes. Mais ils ne viendraient pas ici en pouvant dominer tout de suite. J'ai couru contre eux. Je connais leur niveau. La moyenne ici en Formule 2 est plus élevée qu'en Formule 1. Ils peuvent venir quand ils veulent. Ouh. Le dernier pilote à avoir fait le voyage de la F1 à la Formule 2, c'est Giovinazzi, en effet connu un échec retentissant. Ouais, bon, c'était Giovinazzi aussi. C'est pas non plus le meilleur pilote de Formule 1 que la Formule 1 ait jamais connu, hein. Loin de là. Mais Jean-Éric Vergne a lui connu le succès, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 8 saisons de Formule 2, 6 ont couronné d'anciens pilotes de la Formule 1. Seul Antonio Félix Acosta, passé par la filière Red Bull, et Nick De Vries, aujourd'hui en F1 chez AlphaTauri, font exception à la règle. Ouais, donc bon. Quand il dit que la moyenne du pilotage de la grille en Formule 1 est plus élevée que la moyenne de la F1, je suis pas d'accord non plus. Honnêtement, elle doit pas être très loin derrière, mais je pense que la moyenne de la Formule 1 est quand même derrière la moyenne de la Formule 1. Surtout que là, vous avez plus Latifi pour faire baisser la moyenne, ou encore Mazepin. Bon, quand il y avait Mazepin et Latifi, bon, je veux bien penser que c'était plus probable, et encore, hein, parce que bon, en Formule 1, il n'y a pas non plus que des cadors, hein, loin de là. Donc c'est difficile à jauger, franchement. Bon, vous en pensez quoi, vous? Ciao. Alors, les prédictions de qui d'ailleurs? Attendez, c'est marqué à la fin, je crois. De Joe Tyrrell. Bon, Joe Tyrrell, qu'est-ce qu'il nous prédit? Alonso prend sa retraite de la F1 après 2023. D'accord. Alonso va prendre sa retraite de la Formule 1. Fernando a flirté avec la retraite par le passé, mais nous ne savons vraiment pas quand il était sérieux à ce stade. L'Espagnol a déjà pas... Il a eu un parcours mitigé, il se retrouve à remplacer Vettel. La forme d'Aston Martin en 2022 a parfois vacillé. Je pense qu'au milieu de la saison, il annoncera sa retraite, sans qu'aucune équipe avec une voiture compétitive ne soit prête à lui offrir son contrat. Non mais il va pas prendre sa retraite au bout d'un an chez Aston Martin, ça serait ridicule. Il va au moins faire 2 ans. Non, ça c'est faux déjà. Ça ne se passera pas comme ça. De Vries va mettre fin à la carrière de Tsunoda. Alors, les vibrations ne mènent pas loin en Formule 1, les vibrations de Tsunoda s'épuiseront en 2023. Il a montré des signes de potentiel, mais il vit grâce au crédit de Marco pour le moment, et la constance ultime et les compétences supérieures de Vries feront que Tsunoda n'aura plus de siège en 2024. Qu'il soit renvoyé au milieu de la campagne est une autre question, mais je ne suis pas sûr qu'il verra la ligne d'arrivée à Abu Dhabi. Ok, d'accord. Alors, ça c'est déjà plus crédible. Tsunoda, pour moi, 2023, c'est vraiment l'année charnière. Donc s'il performe comme il a fait en 2022, être très inconstant avec des crashs et tout, ça va être compliqué pour lui quand même. Après, qui mettre à sa place, c'est ça la question aussi, quoi. Il est aussi prédit que Verstappen et Perez, ça va s'enflammer la relation. Possible, franchement. Après, faut voir si la Red Bull RB19 du coup sera vraiment taillée pour Max ou si elle sera un peu neutre au début, comme c'était le cas pour la RB18. Est-ce que Perez pourra rivaliser un peu ou est-ce qu'il sera complètement éclipsé dès le début? Ce qui pourrait d'ailleurs l'énerver, hein. Que la voiture soit vraiment encore dès le début taillée pour Max, ça pourrait l'énerver, Perez. On verra. Et enfin, qui va gagner le championnat? C'est le moment de faire notre prédiction. Mercedes gagnera le championnat du monde. Je ne sais pas quel pilote, ils sont tous les deux incroyables, mais les flèches d'argent se ressaisissent, on ne pourra pas les arrêter. Que Lewis Hamilton remporte une 8ème couronne, ou que George Russell remporte sa première, ce sera une année mémorable pour Mercedes. Russell est sans aucun doute à mes yeux l'héritier de Lewis Hamilton, et devancer son équipier pour le titre sera une toute autre histoire, mais si Hamilton le remporte, on peut se demander s'il prendra sa retraite, c'est une autre histoire, encore une fois. Bon écoutez, voilà, il a fait ses prédictions. Mercedes gagne le titre, pourquoi pas, après, méfiance quand même. Ils partent d'assez loin, hein. Même s'ils sont revenus en fin de saison 2022, on a vu qu'à Abu Dhabi, c'était pas encore ça. Avec un Grand Prix du Brésil très prometteur, Abu Dhabi, bon, c'était un peu moins bien. Donc, bon, méfiance, pas trop s'enflammer. Rester les pieds sur terre. Bon, après, voilà, c'est sa prédiction à lui, hein. On verra si ses prédictions sont bonnes ou pas. Mais Alonso, en tout cas, je suis sûr qu'il prendra pas sa retraite à l'issue. Ou alors, vraiment, si Aston Martin fait, 15 ou 16 à chaque course, ça pourrait vite le saouler, c'est vrai. Mais bon, je pense qu'ils feront les points régulièrement quand même. Je pense pas qu'ils reprennent sa retraite. Même s'ils font 9 et 10 derrière Alpine, bon, il peut se dire que ça progressera encore en 2024. Donc il prendra pas sa retraite en fin 2023. Bon, après, on verra. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces prédictions là? Audi dément les rumeurs, l'arrivée de Seidel a été décidée par Sauber Alfa Romeo.
Il est évident qu'ils ont dû changer parce que Fred Vasseur est passé d'Alfa Romeo à Ferrari. Et Andreas est arrivé pour le remplacer. Mais c'est Sauber Alfa Romeo qui s'en occupe. Ça n'a rien à voir avec Audi, a déclaré McNish à Autosport. Cedeuil a soudainement quitté son poste de patron d'équipe McLaren en décembre et a fait un mouvement en surprise vers Sauber Motorsport où il a pris son poste de PDG. Tout cela a été déclenché par le départ de Mattia Binotto chez Ferrari, qui a ouvert la voie à Fred Vasseur. Par conséquent, Alfa Romeo est toujours à la recherche d'un patron d'équipe et trouver un candidat approprié sera une des premières tâches de Cedeuil. Et oui, parce que Cedeuil n'a pas pris la place de Vasseur au final. Le patron d'équipe reste à déterminer chez Alfa Romeo. PDG de Sauber et patron d'équipe d'Alfa Romeo, c'est pas la même chose du coup. Donc je sais pas qui ils vont prendre. Ils pourraient prendre qui à votre avis d'ailleurs? Bon, Binotto il peut pas parce que lui je crois que c'est 1 an. Il doit attendre 1 an avant de signer chez une autre équipe. Mais bon, il y a d'autres candidats. Hein. Ils vont bien trouver je pense, même si c'est interne à Sauber. Bon, en Cedeuil aurait été parfait pour le coup, mais bon, il a décidé d'être PDG. Bon, écoutez, voilà. Ils ont qu'à prendre McNish au pire. Lui qui parle beaucoup là. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Alors Zak Brown trouve la proposition d'Andretti Cadillac très convaincante. Bah forcément parce que lui il est pro Andretti, donc il est très ami avec. Donc il veut l'arrivée d'Andretti en Formule 1. Le nom d'Andretti a une histoire tellement riche dans de multiples formats de sport automobile. Là. Il fait également l'éloge de General Motors qui est également actif dans l'IndyCar. Il qualifie le partenariat avec GM et Cadillac de prometteur pour la participation potentielle d'Andretti. Je pense qu'il a fait une proposition très convaincante et je pense que ça montre la croissance de la Formule 1. Il poursuit, ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelle équipe. Depuis Haas, c'est donc formidable de voir que la Formule 1 attire de nouveaux marchés, de nouvelles équipes, de nouveaux sponsors et une nouvelle base de partenaires, aux États-Unis en particulier. Brown se réjouit donc de l'arrivée d'Andretti, même si l'Américain a encore beaucoup d'obstacles à franchir avant de pouvoir être ajouté à la liste des participants. Par exemple, il faut encore convaincre les autres équipes. Je pense que c'est génial de voir qu'il veut rejoindre le sport. Je pense qu'il a mis en place une équipe convaincante. Conclut le PDG de McLaren. Bah ouais, après, moi je veux les voir aussi en Formule 1. Hein. Quoi qu'il arrive, donc qu'ils soient motorisés par Renault ou plutôt Honda, ce serait plus logique. Mais ouais, j'espère qu'ils seront acceptés. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, on verra bien. Allez, ciao. Bon, Max, il est vénère. Max, il en peut plus. Hein. 24 heures du Mans virtuel continue de rencontrer des problèmes, ont annoncé les organisateurs sur leur canal Twitter. Un problème de sécurité est probablement la raison pour laquelle les organisateurs de la course doivent sans cesse agiter le drapeau rouge. Plus tôt dans la soirée, la course était interrompue en raison de problèmes techniques. Les organisateurs ont travaillé dur en coulisses pour reprendre l'édition en ligne du Mans, ce qui a finalement été réussi. Cependant, la situation est vite revenue. Malheureusement, les 2 serveurs utilisés pour les 24 heures du Mans virtuel ont une fuite de sécurité présumée. Nous prenons maintenant les mesures nécessaires pour améliorer la sécurité. Mais enfin, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe quoi en fait? Genre ils se font pirater quoi. Alors, pour parler de Max du coup, Max il en a ras le cul. Il se retire, c'est la dernière fois que je participe à cette merde. Bon, c'est moi qui rajoute cette merde, mais bon, c'est vrai que là, c'est un peu abusé quoi. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Pour Verstappen, le désastre a frappé. Depuis une position de tête, il a été mis hors jeu et déconnecté. Il a rattrapé son retard, mais avait pris tellement de retard que l'équipe Redline a décidé de retirer la voiture de la course. Ok, d'accord. L'équipe se retire, ils en ont eu un arrache-kit. Il menait la course de plus d'une minute lorsque son écran est devenu noir. Après cela, la voiture a calé dans le garage pendant plusieurs minutes. Pardon. Il a pu repartir, mais il avait beaucoup reculé dans le classement. Et après un arrêt au stand, il n'était plus que 17ème. Une heure plus tard, il s'était battu pour revenir 14ème, mais avec un peu moins de 2 tours de retard. Lorsqu'il est apparu que l'équipe ne récupérerait pas ses tours malgré le fait que les problèmes semblaient être du côté du serveur, Team Redline a décidé d'abandonner la voiture numéro 1 de la course. Suite à ça, Verstappen a donné son avis sur le jeu, qui a été miné par les problèmes techniques, et dans lequel plusieurs pilotes ont rencontré les mêmes problèmes. Donc le jeu en question, c'est R-Factor 2. Moi, je comprends pas pourquoi ils font pas ça sur iRacing. iRacing est une bien meilleure plateforme pour faire ça, quoi. Avec des serveurs beaucoup plus stables. Bon, alors, il a clashé, hein. Bon, là, on peut comprendre hein, son énervement. Quel est l'intérêt? Tu te prépares pendant 5 mois pour essayer de gagner ce championnat, tu es en tête du championnat, tu essaies de gagner cette course, pour laquelle tu te prépares pendant 2 mois. L'organisation a ensuite retiré ses mains des problèmes techniques. Honnêtement, c'est une blague. On ne peut pas appeler ça un événement. C'est un spectacle de clown. Oh la vache, la violence. Il a ensuite affirmé qu'il aurait plus de chances de gagner s'il se rendait au casino de Las Vegas. Pour conclure, il a exprimé son espoir que les coéquipiers de la voiture numéro 2 de Team Redline puissent remporter la course. C'est juste une honte pour tout le monde dans l'équipe, parce que nous voulions tous bien faire, et puis tu obtiens ça. Je pense que je vais désinstaller le jeu. J'espère que tout le monde désinstalle le jeu. Oh là là, le shitstorm qui se prenne R-Factor 2 là. Le jeu était en proie à des problèmes techniques à plusieurs reprises depuis son lancement samedi après-midi. Ceci comprenait un arrêt de l'événement pendant 1 heure et une faille de sécurité sur les serveurs. Des mesures ont été prises pour éviter d'autres problèmes. Mais malgré ça, plusieurs pilotes ont été éjectés du jeu pendant la course. Bon, c'est nul à chier, quoi. Faut qu'ils changent de plateforme, hein, et vite, hein, s'ils veulent continuer. Hein. Bon, voilà, vous en pensez quoi de tout ça? J'ai pas suivi, mais en même temps, vu ce qui s'est passé, ça me donne pas envie de suivre. Effectivement, c'est de la merde, leur organisation, là. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Allez, ciao. Alors, Max, qui participe donc aux 24 heures du Mans virtuel ce week-end, on l'a interviewé à ce sujet.
Chacun installe son matériel différent, et pour beaucoup, le simulateur se trouve dans le salon ou dans la chambre. Mais cette dernière n'est pas une option pour Verstappen. La chambre à coucher, je pense pas que la petite amie apprécierait ça. Ah bah alors Kelly, elle voudrait pas? Surtout que tu as des soirées tardives à parler avec les membres de ton équipe. Je pense vraiment pas qu'elle apprécierait, mais ici à Monaco, le salon est parfait pour moi. Les simulations de course sont peut-être un hobby, mais c'est un passe-temps que Verstappen prend extrêmement au sérieux. Ainsi, on peut souvent le trouver dans le simulateur alors qu'il s'entraîne pour les courses virtuelles. Alors que pendant les séances d'entraînement, il est encore parfois distrait par ses 2 chats et la fille de sa petite amie Kelly Piquet. Oh, Max, il a 2 chats, comme moi. Vous voyez, on a un point commun, du coup. C'est beau. Incroyable. Le jour de la course, je m'assure que personne n'interfère. Je ferme les portes et personne n'est autorisé à s'approcher à moins de 10 mètres de mon simulateur. Donc les chats, ça dégage, hein. Clairement. Si vous allez dans les pédales de Max, il vous dégage un coup de pied aux fesses. D'ailleurs, dès qu'il est soulagé pendant une course aussi longue, il ne plonge pas immédiatement dans son lit. Une fois que je saute du simulateur, je suis toujours sur mon téléphone pour regarder ce qui se passe dans notre chat de pilote. Et je mets l'émission sur la télé pour suivre ce qui se passe en direct. Complètement accro, hein. Outre le fait qu'il trouve la simulation de course amusante, il affirme que ça aide Verstappen à devenir un pilote plus polyvalent, car il conduit toutes sortes de voitures différentes. Tu dois donc t'adapter et changer ton style de conduite, car chaque voiture exige autre chose en ce qui concerne l'angle de braquage, l'accélérateur, les lignes de conduite. J'apprends et je m'adapte constamment à ce que je dois faire dans chaque voiture pour aller le plus vite possible. Très bien. Bon, c'est intéressant. On en sait plus sur la vie de Max. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Hamilton, Bono est comme un frère pour moi à la veille d'une nouvelle saison. Le septuple champion est revenu sur un lien précieux qu'il entretient avec son ingénieur Pete Bonington. Alors Bono, faut pas qu'il parte lui par contre. Attention. Si Bono part là, rien ne va plus chez Mercedes après le départ de Wolff. Enfin bon, Wolff il a pas fait que des stratégies très bonnes, hein. Il y a eu du raté aussi quand même. On va pas se le cacher. Je suis incroyablement reconnaissant envers Bono. J'ai effectué un parcours incroyable avec lui. Je pense que nous avons l'un des partenaires pilote-ingénieurs les plus longs, sinon le plus long. Il a joué un rôle essentiel dans mon succès. Le chemin que nous avons parcouru ensemble est incroyable. Nous nous sommes soutenus hors et sur la piste, dans les bons et mauvais moments. J'adore travailler avec lui. C'est comme un frère pour moi. Je pense qu'il est probablement l'une des rares personnes qui peuvent vraiment me supporter, je dirais, dans les bons et mauvais jours. À l'exception de Roscoe, le chien d'Hamilton. Oui, on avait compris, du coup. Il est capable d'être calme tout au long d'une course. Il est toujours là pour m'aider, à me guider, à naviguer à travers une course. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui pourraient faire ça. Et oui, il est tellement insupportable, hein, Lewis Hamilton. Il était encore pire que Max Verstappen et que Tsunoda. Peut-être pas exagérer non plus. Bon, bah Bono, Bono Hamilton, ça repart pour une nouvelle année en 2023 du coup. Je vous laisse commenter ce duo magique. Mercedes attend le retour de Hamilton en Europe pour discuter contrat. Et oui, Lewis il est parti en vadrouille encore, hein. Il profite de ses vacances. En réalité, nous avons encore une saison complète devant nous. Je n'ai pas le moindre doute concernant l'avenir, puisque notre relation se développe depuis maintenant 10 ans. Il faut simplement que Lewis soit de retour en Europe. Là, on va commencer à discuter, et au bout de quelques heures, la fumée blanche apparaîtra. Fumée blanche. Reste maintenant à voir si le nouveau contrat d'Hamilton sera annoncé avant la présentation de la Mercedes W14 prévue pour le 15 février, c'est-à-dire dans un mois, quasiment jour pour jour. Ouais, alors je ne saurais pas vous dire si vraiment ils vont le signer avant la présentation. C'est vraiment... est-ce que Hamilton va peut-être se donner le temps lui aussi de voir comment se passe la saison 2023 du coup, avant de signer quoi que ce soit d'autre. Peut-être que ça va être fait dans les premières courses de la saison, mais bon, je sais pas. C'est eux qui ça regarde après, hein, on verra, on n'est pas dans les coulisses encore une fois. D'un côté, tant mieux s'ils signent avant le début de saison. Sinon, bah, on va patienter, hein, c'est pas grave. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'il va signer avant le début de saison? Ou pendant la saison? Allez, ciao. Pourquoi Ricciardo va manquer à McLaren? Alors, pas pour ses mauvaises performances en tout cas. C'est James Kay. J'ai déjà travaillé avec lui, chez Toro Rosso, donc, il y a 10 ans. Mais sur le plan technique, il a toujours été très bon. Là, lors de son passage chez nous, il nous a vraiment apporté ce point de référence supplémentaire. Il sentait la voiture, il savait ce qui s'est passé. Il a tenu des comparaisons avec ce qu'il avait déjà connu. Et ce que Lando ne peut évidemment pas faire. Nous avions un vrai point de référence avec Daniel. Il a aussi remporté une course avec toute la détermination qu'on lui connaît. Et son expérience l'a clairement aidé ce jour-là. Stella, le nouveau directeur d'équipe, après le départ d'Andreas Seidel, confirme. Nous avons beaucoup apprécié son approche, son calme, son sens de la collaboration. Dans une situation comme la sienne, il aurait été facile de mal gérer les choses, mais il ne s'est jamais inscrit dans des spirales négatives. Daniel nous a apporté ses connaissances techniques, et nous allions au fond des choses, alors que tout aurait pu être compliqué pour lui à ce moment-là. Mais le processus a été extrêmement positif, le rapport humain était vraiment excellent. Alors il fallait le garder alors, s'il était si bon que ça.
Mais vous l'avez viré, les gars. Hein. Bon, on peut comprendre après. On verra ce que vaut du coup Piastri chez McLaren. Et on verra si un jour Ricciardo retrouve un baquet de titulaires. Mais bon, j'ai quelques doutes personnellement. Allez, ciao. Alors, on parle beaucoup de Williams en ce moment. Est-elle en train de créer une équipe Mercedes B? Wolff quitte Mercedes après avoir joué un rôle clé dans son succès tout au long de l'ère turbo-hybride, l'aidant à remporter 8 championnats. Wolff n'est pas le premier ex-employé de Mercedes à relever un défi chez Williams, puisque Padillo a rejoint l'équipe en 2017 avant de la quitter 2 ans plus tard. Ouais, ça a été un échec hein, pour le coup. Mais alors que Williams cherche à remonter en classement avec un nouveau leader en place, Wolff a souligné qu'il ne cherche pas à établir un lien avec Mercedes dans la structure. Williams est une équipe incroyablement indépendante dans son propre droit qui a formé sa propre histoire et son propre héritage. Il n'y a pas de mini Mercedes ou d'équipe B ou aucune de ces notions. Bon, évidemment, il va pas dire oui, on est une équipe B de Mercedes, c'est évident, même si c'est le cas. Il s'agit pour moi de me tenir sur mes 2 jambes et de réussir avec une organisation. Mon succès est soumis et dépend du fait que je fasse du bon travail là-bas. Ça doit être indépendant de Mercedes. Williams est pourtant alimenté par des unités de puissance Mercedes depuis 2014, mais Wolff a suggéré que toute décision à l'avenir concernant les partenariats n'aura pas de lien personnel. Ça ne signifie pas que Mercedes et nous n'aurons pas de collaboration sous une forme ou une autre. Il y avait une collaboration avant mon arrivée, mais je dois faire ce qui est le mieux pour Williams à partir de maintenant. Lorsque vous enfilez un uniforme Williams, c'est là que vous êtes, c'est là que se trouve votre loyauté, c'est de là que viendra mon succès et celui de l'équipe. Wolff prendra officiellement ses fonctions le 20 février prochain. Le Britannique a souligné qu'il n'avait pas encore mis les pieds dans l'usine de Grove en tant que patron d'équipe. Bon, ben voilà, ça va venir dans 1 mois et quelques. Bon, je pense qu'il ira à l'usine avant qu'il prenne son poste quand même, parce qu'il va pas passer 1 mois sans aller voir l'usine pour laquelle il va travailler, quoi, entre guillemets. Voilà, est-ce que selon vous, Williams est une écurie B de Mercedes? On verra. Allez, ciao. Alors, il y a des rumeurs qui disent que Gulf pourrait sponsoriser Williams. Gulf a publié sur le social Twitter un message annonçant clairement que la marque serait toujours impliquée en F1 cette année, mais sous quelle forme? Les dernières rumeurs veulent que le pétrolier passe de Woking à Grove en sponsorisant l'écurie Williams qui est actuellement en plein renouveau après la récente nomination de James Wolff à sa tête. Il y a encore loin de la coupe aux lèvres, mais plusieurs signes portent à croire que Williams ira à Gulf. Tout d'abord, l'équipe britannique n'est soutenue par aucun pétrolier. En signant Logan Sargent, elle engagera l'an prochain un pilote américain, soit la même nationalité que Gulf International. Enfin, le pétrolier via Orvgo est un des partenaires de Franco Colapinto qui vient de rejoindre la filière Williams. Intéressant, effectivement. Bon voilà, un pétrolier reste un pétrolier, mais bon, les couleurs de Gulf sont sympathiques. Donc on aura peut-être des Williams un peu orange et bleu. Ça pourrait être assez étonnant. Pourquoi pas après, hein. C'est bien pour eux, hein. Ça voudrait dire que ça mettra des sous en plus dans l'équipe. Et potentiellement des voitures plus rapides du coup. Intéressant en tout cas, on va voir si ça se confirme dans les prochains jours. Alors, Magnussen, il va être opéré d'un poignet. Mais a priori, ça devrait être bon pour lui pour le début de saison. Par contre, il pourrait renoncer donc aux 24 heures de Daytona. Le coup dur pour Kevin, en espérant que son opération se passe bien aussi, évidemment. Une intervention jugée bénigne qui n'a en revanche pas de conséquences pour sa participation aux essais hivernaux de la F1, donc programmé du 23 au 25 février pour rappel à Bahreïn, une semaine avant l'ouverture officielle de la saison 2023 sur ce même circuit, le dimanche 5 mars. Le pilote danois explique avoir ressenti une douleur au poignet. Un médecin a décelé un kyste qui doit être retiré rapidement pour que je sois prêt pour le début de saison de F1. Il est peu probable que je puisse courir par contre à Daytona en endurance. A noter que le 24 heures de Daytona c'est fin janvier, donc vous voyez du 28 janvier au 29. Dans 2 semaines donc, écoutez, dommage pour lui. Il va louper cette grande course quand même. Mais bon, l'important c'est qu'il soit remis pour la F1 forcément, qui commence 1 mois plus tard. Je vous laisse commenter cette nouvelle. Briatore déclare à propos d'Alonso qu'il est en meilleure forme que quand il courait avec lui, donc chez Renault à l'époque. Il y a des jeunes pilotes extraordinaires et fantastiques, des gens qui communiquent avec les médias d'une manière différente. Il y a des champions extraordinaires comme Verstappen, Hamilton, Russell, un groupe de jeunes fantastiques et un groupe de moins jeunes comme Alonso qui n'était pas dans une telle forme physique, même quand il courait avec moi. L'Italien a expliqué que la F1 avait aujourd'hui un attrait extraordinaire grâce à la puissance qu'elle a acquise sur le marché américain. Je suis revenu en F1 il y a 2 ans. Maintenant, elle a un attrait énorme car les États-Unis sont un moteur extraordinaire. Avant, c'était difficile d'y entrer. La F1 est un spectacle. Allons aux US et rassemblons-y 500 000 ou 600 000 personnes. Il s'est également exprimé sur le nouveau patron de la Scuderia. Chez Ferrari, maintenant, il y a Vasseur qui est un ami. J'espère qu'il s'en tirera bien. Eh bien, effectivement, nous aussi, on espère qu'il s'en tirera bien. Frédéric, vu comment c'était la galère pour Binotto dans l'écurie italienne. Alors, est-ce que ça vient de l'écurie
qui détruit ses dirigeants, ou est-ce que c'est Binotto le problème? Bon, on verra bien, on verra ça très vite. Quant à Alonso, effectivement, oui, il est dans une très bonne forme. Mais combien de temps ça va durer? Il n'est pas éternel, Fernando, quand même. Ouais, ciao. Alors, Wolff et Wolves ont publiquement commenté les tentatives d'Andretti de rejoindre la Formule 1 citées par Racer. Les deux hommes exposent leur raisonnement sur le partenariat d'Andretti avec Cadillac. Alors, ils ont déclaré Cadillac et GM, c'est une déclaration. C'est une déclaration, d'accord. Traduction encore, bon. Il est certain que le fait qu'il s'associe à Andretti est un point positif, ça donne un autre angle qui peut ou non être bénéfique pour la Formule 1. Mais personne ne se remettra jamais en question. Le pédigré de GM ou de Cadillac dans le sport automobile est évidemment en tant que société automobile mondiale. Nous sommes toujours ouverts à la croissance du sport, a ajouté Wolves. La vérité derrière tout ça, c'est que financièrement, le sport a de plus en plus de succès. Quiconque se joint à cet environnement doit apporter la croissance nécessaire pour que tous les autres soient dans une meilleure position, ou au moins dans une position neutre. Il y a beaucoup de belles choses à propos d'Andretti et de Cadillac. Il faut juste qu'ils comprennent bien comment ce qu'ils vont faire croître le sport, de quelle manière, et quelle sera cette croissance. Ouais, c'est un peu creux tout ça quand même. On reste sur notre fin, j'ai envie de dire. Mercedes qui fait partie des gens qui ne veulent pas avoir de nouvelle équipe, que ce soit Andretti ou une autre d'ailleurs, et qui veulent rester à 10 quoi. Je trouve ça dommage. Nous, les fans de F1, on aimerait bien avoir une 11ème écurie sur la piste, en vrai. Ça ferait 2 pilotes en plus, du spectacle en plus, potentiellement, donc je vous laisse commenter. Et Red Bull, ça y est, on a la date de présentation de l'écurie autrichienne. Ça serait le 3 février. C'est tôt, la vache. Alors, est-ce que ça va être la livrée juste ou la voiture entière? Ça reste à déterminer. Donc, elle présentera sa monoplace le 3 février lors d'un événement diffusé en direct depuis New York aux États-Unis, tout comme AlphaTauri quelques jours plus tard. Après Aston Martin, Ferrari, AlphaTauri, McLaren, Williams, Alpine, Mercedes, Red Bull est donc la 8ème équipe à dévoiler la date de présentation de sa nouvelle monoplace. Cette année, Red Bull disputera la saison 2023 avec le même duo de pilotes. Bon, ok, d'accord. Il précise pas si ça sera la livrée ou pas. Il précise une nouvelle monoplace, donc j'imagine que ça sera la RB19. Bon, ça me paraît tôt, mais bon, pourquoi pas, elle est déjà prête, sûrement. Donc, écoutez, voilà. Pas de détails sur l'heure de la présentation, on saura peut-être dans les jours avant cette présentation. Et donc, il nous reste seulement As et Alfa Romeo qui n'ont pas communiqué sur la date de présentation de leur voiture. Je vous laisse commenter. Red Bull a dû licencier 154 personnes à cause du plafond budgétaire. Red Bull a procédé à une série de licenciements après l'introduction des règles de plafonnement du budget. Donc l'effectif est passé de 875 en 2020 à 721 un an plus tard. Ça représente une réduction de près de 20% de la main-d'œuvre, dans ce qui a été la plus grande rotation au sein de la grille. Cependant, il est possible que certains des ingénieurs de l'équipe aient été transférés à la division Red Bull Powertrain. L'équipe est en train de construire ses propres groupes motopropulseurs puisque l'accord avec Porsche est tombé à l'eau. Bon, après, il y a Honda qui pourrait très bien revenir, on ne sait jamais. Mercedes a également procédé à des licenciements. Seulement 59 personnes ont perdu leur emploi chez les Flèches d'Argent, dont les effectifs sont passés de 1063 à 1004. McLaren et Aston Martin ont également procédé à des réductions, tandis qu'Alpine, Haas, AlphaTauri et Williams ont recruté. Ces chiffres interviennent alors que le patron de l'équipe Alpine, Sofnauer, a prévenu que certaines grandes équipes pourraient exploiter une faille pour leur personnel. Ce que font maintenant certaines des plus grandes équipes, c'est qu'elles cherchent à exploiter ou à mieux comprendre les failles ou les changements organisationnels qu'il est possible d'apporter afin d'embaucher davantage de personnes dans le cadre de ce plafond budgétaire. Elles se disent, oui, je me suis débarrassé d'une centaine de personnes, mais maintenant je vais les rembaucher parce que j'ai pu leur trouver des postes où elles ne comptent pas comme une personne à part entière, où elles font du marketing ou autre, ou encore elles travaillent sur un bateau pendant une partie du temps. Cependant, les réductions du personnel n'ont pas empêché Red Bull de dépasser le plafond. Ça, on l'a vu, effectivement. Donc voilà, à voir si il y aura d'autres licenciements ou des recrutements. Ça dépendra des équipes. Je vous laisse commenter. Grosjean prévient Alpine qu'une possible guerre entre Gasly et Ocon pourrait se passer. Bon, on n'y est pas encore, Ça pourrait mal se passer, je ne vais pas vous mentir. Si chaque pilote veut être celui qui fait toujours le meilleur travail, ça peut très vite partir en vrille. Mais ça peut aussi aller très bien. Ce sont des gars qui n'étaient pas les meilleurs amis quand ils étaient jeunes, mais ils ont beaucoup mûri. Ils savent tous les deux ce que c'est de gagner une course. Et oui, ils en ont gagné une chacun, incroyable. Alpine va devoir garder un œil sur la relation entre ces deux-là. Si ça commence à être une bataille d'ego pour être le meilleur pilote français sur la grille, dans la seule équipe française, les choses, par contre, pourraient mal tourner. C'est vrai. Grosjean, personnellement, est loin d'avoir le profil d'un fan qui aimerait voir la tension exploser chez Alpine. Le français souhaite que Gasly et Ocon s'entendent afin qu'ils puissent continuer à faire évoluer l'équipe dans les bonnes conditions. Ils ont tous deux une victoire en Formule 1, et ils s'adaptent bien ensemble et travaillent bien ensemble.
Ça peut être une très belle et amusante success story pour une marque comme Alpine. C'est l'un de mes souhaits, a conclu donc Romain Grosjean. Bon bah ok, écoutez, on verra bien comment ça se passe. Normalement ça devrait aller, mais bon, on sait jamais, un accrochage entre les deux, même pas fait exprès, et les choses pourraient se tendre assez vite. On espère que ce sera pas le cas. Allez, ciao. Haas n'a pas voulu proposer à Schumacher le poste de pilote de réserve. De toute façon, il aurait refusé. Autant qu'il soit pilote de réserve dans une top team, et pas chez Haas, quoi. Steiner a répondu, donc je lui ai pas demandé ce poste, pour être honnête, c'est toujours difficile pour quelqu'un, si vous avez piloté pour une équipe, d'être ensuite relégué au rang de pilote de réserve. Je pense pas qu'il aurait été heureux de cette situation, mais il aurait refusé, évidemment. Il ne m'a pas approché de lui-même pour avoir cette opportunité, c'est un peu facile de lui demander, nous ne te laisserons pas conduire la voiture en 2023. Mais aimerais-tu être pilote de réserve de l'équipe? Bien sûr que non, une question d'ego, et on comprend. Mick Schumacher a connu une meilleure saison en 2022, marquant des points à 2 reprises, après avoir échoué lors de sa première année en tant que rookie. S'exprimant après avoir rejoint Mercedes, il a déclaré « Je prends ça comme un nouveau départ, je suis excité et reconnaissant envers Toto Wolff et toutes les personnes impliquées pour avoir placé leur confiance en moi. » Et on a hâte de voir quel travail il va fournir chez Mercedes dans le simulateur, tout ça. Et pourquoi pas remplacer un pilote au pied levé si un des deux a un problème. Ça pourrait arriver, mine de rien. Un Covid ou je ne sais quoi. Allez, je vous laisse commenter. Bon alors, là on l'avait pas vu venir. Personne n'en avait vu venir. James Wolfe quitte Mercedes pour prendre la direction de Williams. Étonnant. Il va donc remplacer Jost Capito. Il rejoindra Williams le 20 février prochain, peu avant le seul test de pré-saison qui aura lieu à Bahreïn. Le nouveau directeur de l'écurie Williams a joué un rôle déterminant dans l'obtention de 9 titres avec Mercedes. Enfin, 8 avec Mercedes et 1 avec Braun, du coup. Il a également supervisé plus de 120 victoires en course. L'homme de 43 ans a passé les 4 dernières années en tant que directeur de la stratégie du sport auto chez Mercedes, avant quoi il a occupé des postes clés en matière d'ingénierie et de stratégie au sein de cette équipe, tout en travaillant pour Honda Racing, Braun et BAR. Quelle carrière! Je suis impatient de commencer avec Williams, c'est un honneur de rejoindre une équipe dont l'héritage est si riche. L'équipe est une icône de notre sport que je respecte énormément, je suis impatient de relever le défi. Bon, évidemment, Dorilton Capital est ravi d'accueillir James Wolfe chez Williams. Et il est un des talents les plus respectés en Formule 1 et apportera la performance. Il a joué un rôle clé dans certains des exploits les plus impressionnants de ce sport au cours des 15 dernières années. Toto Wolff a évidemment tenu à le remercier également. Ayant travaillé avec lui depuis que j'ai rejoint l'équipe en 2013, je sais à quel point il est assidu, capable et talentueux, et j'ai tiré une grande satisfaction de voir James se développer et grandir au cours de la dernière décennie. Bien que nous soyons naturellement tristes de lui dire au revoir, on lui souhaite beaucoup de succès, et nous sommes ravis qu'il franchisse cette nouvelle étape de sa carrière avec Williams, un partenaire technique solide pour nous, qui a une place proche dans mon propre cœur. Voilà donc le remplaçant de Capito est trouvé, c'est bien James Wolfe. Eh ben écoutez, j'espère pour lui que la Williams sera une voiture correcte, parce que s'il se tape encore des 19e et 20e places, bon, ça va pas être terrible. Je vous laisse commenter cette annonce de transfert. Ciao.